Bon, je ne sais pas en quoi une loi peut asphyxier un parti politique ou des citoyens. La loi est faite pour réglementer les activités en communauté et pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne du moins le code électoral, c'est une loi qui doit nous permettre d'organiser des élections crédibles, de choisir des gens de bonne moralité pour gouverner notre pays, pour gérer les affaires publiques. Je vous pose la même question, Géraldo Gomez. Ce code électoral est-il le bienvenu dans le contexte sociopolitique actuel? On a besoin nécessairement d'un code pour aller aux élections. Il y en avait un depuis 2013 qui a présidé aux élections législatives de 2015 et qui a permis aussi de faire la présidentielle de 2016. Monsieur le ministre a rappelé tout à l'heure que le souhait, c'est de pouvoir disposer d'une réglementation ou d'une loi qui puisse durer dans le temps et qu'on ne soit pas obligé de revenir de façon constante et habituelle sur les dispositions qui existent juste avant chaque élection. C'est un souhait que nous partageons et on espère que le code qui est mis en place puisse durer. Mais pour avoir des codes qui durent dans le temps, encore faudrait-il les concevoir de façon consensuelle. Le consensus n'est jamais l'unanimité, mais c'est quand même la loi de la majorité. Mais une majorité dans une démocratie, surtout quand il s'agit de questions législatives et que cela se passe à l'Assemblée, c'est tenir compte aussi de la minorité pour que cette minorité apporte sa part à la construction du corps légal du pays. Donc je partage cet avis avec Monsieur le ministre. On reviendra peut-être sur les contestes, mais puisqu'on a plus sur des dispositions précises, on aura le temps de revenir pour voir si tout a été pris en compte dans ce code électoral. Voilà, parlons justement de la caution à payer, Monsieur le ministre. Pour la présidentielle, désormais, au lieu de payer 15 millions de nos francs CFA, on va payer 250 millions de nos francs CFA. Et pour les législatives, au lieu de payer 8 300 000 pour une liste, on va payer désormais 249 millions pour pouvoir compétiter à l'occasion des législatives. Est-ce que c'est justifié? Merci. Ben, en fait, présenter comme vous le faites, ça peut faire peur. D'accord. Je me rappelle lorsqu'on votait, on fixait la caution pour les présidents les candidats à la présidentielle à 15 millions. On pensait que c'était élevé. Mais en réalité, lorsque vous faites le point des ressources que les gens en déploient pour aller aux élections, vous vous rendez compte qu'au fond, les 250 millions, ce n'est pas beaucoup, puisque le législateur a bien fait d'indexer ce montant pour montrer qu'en réalité, ce n'est pas exorbitant. C'est 10% qui peut le peu, peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, lorsque vous avez suivi tout ce qui s'est passé après le présidentiel, les gens ont dépassé les 15-20 milliards. D'aucuns ont avancé même 25 milliards. Aujourd'hui, le législateur dit on ramène ce montant à 2,5 milliards. Maintenant, ce qui reste, c'est de mettre des structures en place pour vraiment vérifier, faire le compte et sanctionner. Parce que dans d'autres pays, quand vous dépassez l'enveloppe prévue pour des élections, vous avez des sanctions. Et on dit, par rapport à ce montant qui est retenu, vous payez 10%. Considérez par exemple qu'on retenait 25 milliards ou 20 milliards pour les dépenses présidentielles. 10%, ça fait 2 milliards. Donc en fait, ne dites pas qu'on a dit de payer 250 millions, mais dites plutôt qu'on a la loi retenue. Pourquoi on ne s'intéresse pas au montant des 2 milliards, mais on se préoccupe des 10%? Dites plutôt que le législateur a prévu que pour les élections présidentielles, le candidat est autorisé à dépenser 2,5 milliards. Mais pour être candidat, il faut payer 10%. C'est plus acceptable. De même pour les législatives, c'est la même chose. Moi qui vous parle, je peux vous dire que les dernières élections m'ont coûté plus de 40 millions, mais j'ai échoué. Aujourd'hui, le législateur dit 30 millions, vous payez 10%. En quoi vous trouvez que c'est élevé? Ce n'est pas élevé. Nous sommes dans la recherche des conditions, des voies et moyens pour que le nombre de partis diminue et qu'on ait des partis responsables et crédibles. Vous voyez chez nous, des gens se lèvent, ils créent le parti et le parti parfois même se limite au village ou sinon à la famille. Et lorsqu'il y a des élections, on s'organise pour être dans une alliance, on se positionne. Une fois arrivé au Parlement, on fait la loi. Vous voyez aujourd'hui notre Parlement, en tout cas moi, ça ne me fait pas plaisir de voir des députés qui ont été élus sur une liste
Mais une fois arrivés au Parlement, ne défendent plus les idées, le projet politique de leur parti. Ça, moi, ça me fait mal. Mais nous avons tenté déjà de régler ce problème en estimant que cette transhumance-là n'était pas bien. La Cour avait été saisie et on nous a dit que nous avons la liberté d'association. Donc, si le député étant l'élu de la nation, arrivé au Parlement, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais quel Donc, problème vous réglez en revoyant à la hausse les cautions? Ça fait partie. Je veux joindre la caution à l'idée de ne plus avoir des alliances pour aller aux élections législatives. Oui. Pourquoi? Parce que la caution, en fait, il faut le lier au parti politique. Donc, une fois qu'un parti politique a... Dans les réformes que nous avons, du moins depuis la conférence, nous avons dit que nous voulons des partis politiques au niveau national. Oui. Mais aujourd'hui, dans la réalité, cela n'est pas le cas. Donc, si on a des partis, je crois que les partis vont s'organiser. Vous ne pouvez pas, un leader, un chef de parti ne peut pas positionner un candidat avec autant de ressources qu'il va injecter et ne pas tenir compte de son militantisme. Et c'est ça le vrai problème. Parce que les gens, il y a des gens qui attendent même la veille des élections pour trouver une liste parce qu'ils ont de l'argent. Ils vont se faire élire. Le leader ou les responsables de cette liste pensent que ce sont ces députés. Arrivés là-bas, il fait ce qu'il veut. Quand on lui oppose le fait qu'il ne se conforme pas au règlement du parti, il dit non, j'ai financé ma campagne. Donc aujourd'hui, je crois que ça fait partie des éléments qui peuvent contraindre les leaders à réfléchir par deux fois avant de choisir un candidat. Ça peut aussi aider les candidats qui, dans ces conditions, vont se dire « Ah, il vaut mieux être fidèle à la ligne politique de mon parti que d'aller faire autre chose au Parlement. » D'accord. Géraldo Gomez, sur cette affaire de caution, quelle lecture faites-vous? Mais la caution existe déjà dans le code électoral antérieur à celui qui vient d'être voté, donc le principe ne se discute plus. On ne discute plus le principe. Vous avez bien posé la question sur le niveau, passer de 15 millions à 250 millions pour la présidentielle et de 100 000 par député à 3 millions par député actuellement, puisque c'est ce qui nous porte à 249 millions pour le parti. Et vous avez précisé qu'est-ce que ça règle comme problème. Et je n'ai pas bien perçu encore la réponse à travers ce que le ministre a dit, puisqu'il y a plusieurs éléments qui sont évoqués, la moralité du candidat, le choix des chefs de parti. Si quelqu'un est capable de mettre de l'argent à la dernière minute pour être sur une liste et puis défendra après la position qu'il veut à l'Assemblée une fois qu'il est élu, il pourra toujours se faire membre de ce parti, payer de la même façon, être élu, et on aura exactement le même résultat à l'arrivée. Je pense que le vrai problème se pose au niveau de la moralité, comme vous l'avez dit. Il faut qu'on ait des hommes politiques convaincus par ce qu'ils font. Qu'un parti soit un parti de village, même de cabine téléphonique, on a eu à le dire par moment, il a correspondu à un moment donné aux critères pour être un parti politique. C'est-à-dire il a dû trouver, même si c'est de façon fantaisiste, le nombre de représentants par département jusque-là, et maintenant par commune, pour pouvoir constituer son parti. Ensuite, qu'il soit délaissé ou que c'est parce que la fantaisie l'a rattrapé, que les chefs de parti se retrouvent seuls, c'est une affaire. Mais la question la plus essentielle est l'élection. J'ai pris quelques temps pour regarder ce qui s'est passé sur les 7 législatures. On veut regrouper des partis, on veut avoir des partis responsables au niveau de l'Assemblée. Mais de 91 à aujourd'hui, sauf la première législature où nous avons eu 17 partis différents au niveau de l'Assemblée, tout le reste, nous avons eu entre 8 et 12 partis représentés au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le peuple agit déjà en sélectionnant ceux qui peuvent le représenter. 8 partis, c'était en 2011, sous le président Yahi Boni, mais toutes les autres législatures, nous avons navigué entre 11 et 12 partis représentés à l'Assemblée. Et tenez-vous bien, quelle que soit la législature, les 7, on a toujours eu au maximum 5, ça varie entre 4 et 5 partis ou alliances, qui capitalisent au moins 60 députés. Ça veut dire que là aussi, il y a déjà des regroupements autour de certaines formations que le peuple a reconnues comme étant les plus représentatives de la scène politique. Et ces partis, on les connaît. C'est le PRD, la RB, le PSD, l'Union fait la nation une fois que ça a été constitué, la FCBE ensuite quand ça a été constitué, le MADEP.
suivant des configurations divergentes, mais c'est toujours entre 4 et 5 formations maximum qui capitalisent au moins 60 députés. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a déjà des regroupements. Et c'est là où, si vous le permettez, je veux bien douter de la sincérité des arguments qui sont avancés. Ce sont les partis que je viens de citer, qu'on a essayé de déstructurer ces derniers mois. L'ARB, le PSD, le MADEP, et même le PRD avec Rendoa, ou je ne sais pas comment ça s'est passé dans le temps, mais ça s'est vite éteint. Ce sont ces partis qui ont représenté aux yeux du peuple ce qui correspond à l'animation réelle de notre vie politique, qui sont chaque fois envoyés à l'Assemblée et représentent au moins, encore une fois, 60 sur 83 des députés. Ça va jusqu'à 75 des fois. Donc, je ne vois pas exactement où est-ce qu'on met le curseur, ce que l'argent vient régler dans le cas des cautions. Le ministre a dit tout à l'heure qu'on a remis le plafond des dépenses électorales à 2,5 milliards pour la présidentielle. C'est beaucoup d'argent. Et effectivement, la politique, ça coûte cher, de fait. Monsieur le ministre a dépensé 40 millions la dernière fois. Beaucoup ne sont pas capables de le faire non plus. Donc la campagne elle-même, l'animation de la vie politique elle-même est déjà un frein pour bon nombre de nos concitoyens. Se présenter et faire une campagne, ce n'est pas permis à tout le monde. N'est-ce pas pour éviter, comme on a entendu certaines personnes le dire, même des élus du peuple ont dit, désormais il n'y a plus de plaisanterie au cours des élections. Mais il n'y a jamais eu de plaisanterie. Moi, je veux bien me porter... Il n'y a jamais eu de candidats plaisantins, des gens qui ne valent pas forcément la peine de se porter candidat, mais qui le font quand même. Ça, c'est notre analyse. Je veux avoir le respect pour chacun. Celui qui se sent capable, c'est son intime conviction d'apporter quelque chose, se présente au peuple de lui dire non. Nous pouvons estimer que c'est une candidature fantaisiste. Et je peux le dire, j'ai eu à le dire. Mais je veux bien garder cette appréciation en privé. Je ne peux pas préjuger de la capacité de celui-là à faire moins que moi, par définition. Mais je dis, il y a déjà des mécanismes qui éliminent un certain nombre de candidatures que nous pouvons estimer fantaisistes, parce que cela n'aurait même pas pu porter une campagne électorale digne pour se faire valoir. Ces carcans-là existent déjà. En rajouter, c'est forcément qu'on vise d'autres objectifs. Et moi, j'aime qu'on pose les objectifs tels qu'ils sont et qu'on y trouve une solution plutôt que d'annoncer des objectifs qui n'en sont pas. Monsieur le ministre, tout à l'heure, Géraldo Gomez a estimé que les arguments qu'on avance pour justifier cette disposition, notamment de la caution, ne sont pas véritablement justifiés, ne sont pas fondés. Et il y a, au-delà même de lui, certains qui estiment que désormais, on a encore redonné plus de pouvoir à l'argent dans les joutes électoraux. Est-ce que c'est vrai? Les joutes électoraux, j'ai dit. Bon, je ne veux pas dire vrai, oui ou faux. Mais ce que je crois que c'est beaucoup plus complexe. Et les dépenses en période électorale. Tout le monde sait que ce qui est dit, et c'est fantaisiste, quand vous allez à la Cour suprême, lorsqu'on dit de faire le compte des campagnes, les gens font des... Moi-même, j'ai vu des comptes de campagne qui ne reflètent pas la réalité. On dépense peut-être le milliard, mais on fait le compte de campagne pour le ramener à 50 millions. Disons que nous ne sommes pas honnêtes. Maintenant, nous sommes dans la recherche des voies et moyens, des conditions pour que de plus en plus ceux qui veulent exercer, ou du moins ceux qui veulent agir en politique puissent se comporter de façon responsable. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en fait, la caution ne s'adresse pas aux individus. En tout cas, à ma compréhension, la caution, c'est le parti. Et pour les alliances dont on parle, c'est quand quelqu'un déploie les moyens pour payer qu'il devient le maître. Mais là, si c'est un parti politique, je crois qu'il faut lier le code électoral, la charte des partis politiques à la constitution. Tout ça, là, ça fait un tout. Donc, en réalité, ce n'est pas à l'individu qu'on demande, mais c'est au parti politique. Et si, Monsieur comme je l'ai dit si tantôt... je peux avoir une précision, si je ne me trompe, pour la présidentielle, il n'est pas interdit d'avoir des candidatures indépendantes. Je peux en venir là. C'est-à-dire que et l'alliance, je crois que la loi n'interdit pas des alliances pour les présidentielles. C'est justement parce que le candidat, pouvant ne pas relever d'un parti politique, ou du moins même s'il est issu d'un parti politique, une fois élu, s'il n'a pas cette majorité pour gouverner, il est obligé de recourir à des alliances. Donc à ce niveau, je crois que, et c'est logique,
C'est ce que moi j'ai eu à défendre au Parlement quand j'étais là-bas. J'ai dit non, on ne peut pas autoriser des alliances pour aller aux élections locales, c'est-à-dire les communales, les locales, les législatives. Oui. Pourquoi? Parce que ça favorise, ça fait le contraire de ce que nous recherchons, à savoir avoir des partis à envergure nationale. Donc en réalité, si le parti est bien organisé, si les dispositions sont respectées, que chaque militant participe à la vie du parti, ces cautions-là, à mon avis, sont bien justifiées. Et en fait, je vais le lier aussi au financement des partis politiques par l'État. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est l'individu qui prend l'argent pour aller enrichir le trésor public, ce n'est pas ça. C'est lié, si vous êtes élu, comme dans les autres pays, vous allez ailleurs, il y a des... Je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers temps, les problèmes que Mme Le Pen a. C'est comme si on lui retirait l'aide là, son parti ne peut pas survivre. Donc moi, je ne vois pas un parti politique régler payer ses dépenses sur les finances d'un individu. C'est l'organisation, c'est une association. Donc il faut, et les nouvelles lois permettent à l'État d'intervenir. Mais si vous voulez l'aide de l'État, il faut remplir certaines conditions. C'est de là que je crois qu'on ne peut pas s'amuser à déployer autant d'argent et prendre n'importe qui pour aller être candidat. Donc il faut une conviction. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui, même là, pour les prochaines législatives, beaucoup de gens, je vois dans les activités de meeting des gens, on écrit sur les réseaux que tel parti, telle personne fait du bien, que c'est lui qui sera élu. Alors que cette personne n'a jamais milité, n'a jamais participé à aucune réunion pour discuter de l'avenir de sa communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Vous verrez que ceux qui ont l'habitude depuis un certain moment d'aller à des réunions pour discuter de l'avenir de leur communauté, ils ont des préoccupations que ceux qui ont l'argent et qui veulent peut-être dire qu'ils sont députés ou bien sont ministres n'ont pas. Et cette caution-là, ça, c'est bien comme les élections sont à la porte, on a peur. Mais dans 4 ans, les gens vont s'organiser. Comment faire pour réunir les 3 millions au sein du parti? Et moi, mon souhait, c'est que l'État puisse mettre, ou du moins avec l'aide des parlementaires, on puisse mettre des structures pour vérifier si réellement les tests fondateurs des partis sont respectés. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'une personne se lève, on écrit un communiqué, on dit que c'est le parti, alors qu'il y a des militants qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Donc, il faut veiller à ce que les dispositions des statuts et règlements intérieurs soient respectées. Et il faut tout faire pour avoir des structures en mesure de vérifier, de suivre les partis politiques, les candidats au cours des campagnes pour faire le point. Pour que réellement l'État puisse, en fait, il s'agit d'une question publique. Donc, il faut que les finances publiques participent à la réalisation des objectifs des partis politiques. C'est pourquoi il faut le financement. Quand vous voyez les partenaires, on dit on prend l'argent de tel pays et on s'amuse avec. Ce n'est pas l'argent d'un individu, c'est pour l'État. Et l'argent de l'État, c'est pour nous tous. C'est-à-dire ce sont les différentes taxes que nous payons. Et ces taxes-là, on les utilise pour aider à désigner ceux qui doivent gérer les affaires publiques. Et à ce niveau, moi, je crois que ça fait partie des conditions, des éléments qui peuvent nous conduire à soit une bonne démocratie, où ceux qui sont élus, on peut leur faire confiance et savoir que, bon, celui-là, il est élu, arrivé au Parlement, il va défendre les intérêts de sa communauté. Ou les idées, ce qui peut contribuer au développement de l'État, il va s'occuper de ça. Géraldo Gomez, sur cette différente raison. Je suis totalement d'accord avec monsieur le ministre sur un seul aspect, le financement des partis politiques, le financement public des partis politiques et le contrôle. Je pense ça devrait alors régler le problème des cautions qui suscite beaucoup de polémiques dans l'opinion. Pas vraiment. Parce que le financement public, comme l'a rappelé le ministre, c'est notre argent à tous. Donc on doit forcément surveiller et fixer des critères pour y accéder. Il faut avoir rassemblé un certain quota, je veux dire, de suffrage pour pouvoir y accéder. Et ça existe dans toutes les démocraties. Et je pense qu'il fallait mettre le curseur là plutôt que sur la caution, c'est-à-dire l'entrée en jeu. On doit pouvoir être libre de constituer son parti politique, de compétir si on veut. Mais après, vu que l'animation de la vie publique, c'est pour participer au bien-être commun, le pouvoir public, c'est-à-dire nous tous, nous devons pouvoir le financer. Mais pour le financer, on fixe des critères. Sur ce point, nous sommes totalement d'accord. C'est sur la caution où la question se pose.
Quel est véritablement le problème? C'est trop, Le- c'est ça? Le montant, C'est pas le montant, on aurait pu Oui. trouver un autre montant pour rassembler un peu plus de monde autour de la question. Mais encore une fois, d'entrée de jeu, je vous ai dit, le principe ne se discute même pas, puisque ça existe déjà, on l'a accepté. Ce n'est pas le principe qui pose problème. C'est quoi le problème? C'est la vertu qu'on veut lui faire porter, qui est une fausse vertu annoncée. C'est tout ce qu'on dit. Ne cachons pas le vrai objectif. Si c'est pour limiter le nombre d'interlocuteurs possible, disons-le et avançons. Mais ne disons pas que c'est pour rendre la démocratie plus vertueuse, l'animation de la vie politique plus intéressante. Non. Le ministre a rappelé, quand j'ai posé la question, il n'est pas dit que pour la présidentielle, par exemple, un candidat doit forcément émerger d'un parti politique. On peut avoir des candidats indépendants. Oui. S'il arrive à rassembler plusieurs formations autour de lui pour sa candidature et qu'il gagne, la configuration à l'Assemblée va changer, forcément. Elle ne sera plus la même que ce que le Code a généré à partir des regroupements. Qu'on ne s'y trompe pas, ainsi va la vie politique. Si nous avons des formations bien campées, supposons 10% du suffrage national, dit-on, on va y revenir, Oui, ça veut dire qu'on bien sûr. admet qu'on ait jusqu'à 10 formations politiques à l'Assemblée. 10% fois 10, possible. On aura au plus 10 partis politiques à l'Assemblée nationale. Et j'ai rappelé tout à l'heure que notre expérience a prouvé que déjà, sans cette loi, nous tournions entre 8 et 12 partis politiques, ce qui est bien proche de la réalité que nous voulons régler en nous donnant autant de mal. Nous le faisions déjà. Bon. Mais 10 partis politiques à l'Assemblée, si je veux être candidat à la présidentielle en 2021 et que j'arrive à convaincre 6 d'entre eux de ces partis à l'Assemblée à soutenir ma candidature tout en étant indépendant, je fausse complètement les règles que nous voulons établir. Puisque ce seront 6 partis politiques, 6 grosses formations politiques, certes, qui basculent d'un côté et qui ne sont plus forcément représentatifs de la majorité actuelle qui aura été élue peut-être en 2019. Donc ce que nous voulons régler n'est pas si évident que ça, du moins par rapport à ce qui est annoncé. C'est pour ça que nous insistons sur le fait de mettre les choses sur la table. Ne jouons pas à l'hypocrisie. Donc, selon vous, on veut limiter certains candidats. On veut Candidats aux exclure formations politiques. D'accord. Que Candidats pour ce répondez-vous qui à concerne ça, Bernard la Davo? présidentielle. Pardon? Que répondez-vous à ça? Est-ce que ces différentes cautions viennent pour limiter des candidatures Non, possibles? monsieur le journaliste, je vous ai suffisamment dit Hmm. que la procédure pour fixer cette caution est tellement bien démontrée que pour moi, si un candidat est prêt à dépenser 30 millions, parce qu'au fond c'est le minimum, mais je vous ai dit que même les 2,5 milliards ou 30 millions, les candidats vont dépenser plus. Depuis 91, moi je connais des gens qui ont vendu leur maison et ils ont échoué et ils se plaignaient. Et quand j'étais à la première législature, pendant 48 mois, c'est-à-dire pendant le temps que je fais au Parlement, ce qu'on gagne, c'était 350, 400 000. Ça ne suffit même pas pour rembourser. Et les gens se plaignaient. Quelqu'un qui a dépensé près de 16, 20 millions, qui va au Parlement pour gagner moins de 10 millions, vous voyez ce que c'est. Aujourd'hui, je ne sais pas à combien se lèvent les indemnités, mais je suis sûr qu'aucun parlementaire ne peut, en 4 ans, gagner 50 millions. Mais si c'est le cas et que les gens sont prêts à sortir 20, 30 millions pour aller aux élections, mais pourquoi on leur demande de déposer 10% et qu'en retour, l'État va rembourser s'il obtient le suffrage? En réalité, il faut tenir compte de ce que si vous vous comportez bien, si la population veut bien, vous avez remarqué dans le passé, il y a des gens qui ont même ouvert des comptes et ont demandé aux gens de cotiser pour qu'ils puissent payer leur caution. Et quand moi je rapporte le montant de ces cautions, 3 millions, moi je suis de Lalo. Si je divise, Lalo c'est près de 100 000 habitants, mais si je considère que le nombre d'électeurs c'est 10 000, que je divise 3 millions par 10 000, vous voyez ce que chaque électeur qui aurait souhaité que je sois au Parlement pour les présenter devrait payer. Donc pour moi, ce n'est pas exorbitant. Qu'est-ce qu'il faut? C'est de faire en sorte que toutes les structures se mettent en place, que les partis soient gérés et que chaque militant sache la part qu'il doit gérer. Vous savez, en 91, quand moi j'ai commencé la campagne, chaque fois que je me déplace, je reviens toujours avec des poulets. Il y a des gens qui me donnent même 500 pour payer l'essence. Mais aujourd'hui, quand vous garez votre véhicule, les gens ne vous disent même pas bonjour. Ils disent, ah, il est venu aujourd'hui, je vais pouvoir manger, je vais pouvoir payer ma tontine, je vais pouvoir aller au moulin. Vous voyez que c'est nous-mêmes qui avons travaillé
à changer les mentalités. Il faut travailler à les ramener à leur niveau normal. À savoir que quand vous courez pour désigner un parlementaire ou bien un président de la République, il faut au moins, on ne peut pas avoir confiance à 100% à un homme. Et un homme ne peut pas faire que du bien ou que du mal. Tout président ou tout député posera des actes qui sont positifs et tout député ou tout président posera des actes qui sont négatifs. Ce que nous souhaitons, c'est que, en faisant la balance, que ça penche du côté du peuple. Donc pour moi, et il disait tantôt qu'il y a eu 8 ou combien de partis au Parlement, je ne suis pas sûr. Vous avez des alliances, la liste des alliances que vous avez là. Parfois même, le nombre de candidats qui n'ont jamais milité au sein des partis est parfois supérieur au nombre de vrais militants. Et vous avez eux aussi, vous avez des gens qui ont des cadres de militants dans plusieurs partis. À l'époque, il fallait, lorsque le président Assoglo était président de la République, il y a eu des périodes où pour des travaux publics, il faut avoir la carte de l'ARB pour obtenir un emploi. Mais moi, j'ai eu des militants que je connais PSD. À l'époque, c'est quoi? Vous arrivez avec votre photo, vous donnez de l'argent, vous délivrez votre carte. Ça, ce n'est pas un militant. Un militant, c'est quelqu'un qui participe aux réunions, qui a une conviction politique. Et vous avez la même personne qui a 5, 6, 8, 10 cartes de militants. Aujourd'hui, je crois que la loi est claire. Vous ne devez pas avoir 2 cartes de militants. Vous êtes militant dans un parti politique et ça s'arrête là. Oui. Donc, je crois que le niveau de la caution, ou du moins, il a reconnu que la caution a toujours existé, mais le niveau aujourd'hui participe, à mon avis, à ce qu'il faut faire pour que de plus en plus, on ramène les gens dans la norme, enfin, dans les limites qui conviennent pour que nous ayons des gens, avant de sortir l'argent, qui réfléchissent pour savoir pourquoi ils sortent cet argent. Si un individu veut déposer 3 millions, verser 3 millions à un parti politique pour être candidat, il doit savoir si ces 3 millions-là, il les dépense, s'il échoue, s'il gagne, qu'est-ce qu'il va devenir. Je crois que c'est absolument logique et ça répond à l'esprit qui avait toujours milité dans la tête des députés qui ont voté les lois. C'est maintenant qu'on est en train de faire valoir l'esprit des lois. On vote une loi, mais on fait le contraire. Je crois qu'il faut travailler à mettre fin à cela. Juste apporter une précision. Oui. Toutes les chartes ont toujours prévu qu'un citoyen ne soit pas membre de 2 partis différents. Donc, ce n'est pas le nouveau code ni la nouvelle charte qui affirme cela. Ça a toujours été le cas. Mais ce qu'il a dit, c'est la réalité. Ce n'est pas dans la réalité. Donc, monsieur le ministre précisait que la loi est claire maintenant. C'est pour ça que je voulais dire, attention, elle a toujours été claire. Non, mais la pratique... La loi, on a toujours mis des dispositions qu'on ne respecte pas. Mais l'avancée, c'est que les dispositions actuelles permettent de vérifier. Parce que quelqu'un qui a un parti, quelqu'un militant, il peut lui dire, amène-moi une attestation pour dire que je ne suis militant d'aucun parti. Même si c'est un engagement sur l'honneur. Demain, si au cours du contrôle, on découvre qu'il est membre de plusieurs partis, c'est lui qui va endosser la responsabilité. À ce niveau... Apporter un deuxième élément, quelques pratiques que le ministre a rappelées tout à l'heure, c'est vrai. La classe politique a habitué les citoyens à un certain mode d'animation de la vie politique où c'est eux qui attendent plutôt de l'homme politique plutôt que de contribuer à la vie de leur formation politique. Et je pense que c'est le vrai objectif. S'il y en a un à saluer de ce code-là, de l'esprit tout au moins, de ce code-là, c'est d'en finir avec une certaine classe politique. Il y a plusieurs choses à C'est d'en finir avec cette classe politique. J'espère que M. le ministre Dafo fait exception à cette classe politique. Ce que vous dites. Bon, voilà. On va parler tout de même d'un autre paramètre. Désormais, pour pouvoir valider son siège à l'Assemblée nationale, le parti politique qui était une liste en compétition doit pouvoir réunir 10% du suffrage national avant que le député qui est peut-être élu dans une circonscription électorale puisse aller véritablement à l'Assemblée nationale. Géraldo Gomez, on a fait le débat sur ce plateau où la commission des lois avait proposé 15%. Maintenant, les députés ont ramené ça à 10%, n'est-ce pas, pour faire des partis politiques, comme Bernard Lani Davo le disait tout à l'heure, de grands partis politiques qui ont des ancrages vraiment sur le territoire national. Non, notre position n'a pas changé sur cette question. Et le ministre Davo disait tout à l'heure qu'il n'est pas normal de transformer les élections locales en élections nationales, en parlant de la moralité des députés qu'il fallait faire. Or, ce principe qui fixe un quorum au niveau national
est en train de transposer la compétition locale au niveau national avant de voter, avant de valider le local. C'est juste à ce niveau-là que nous nous posons quelques réserves pour dire attention à ne pas dénaturer la force d'une élection locale. Nous devons faire représenter nos régions à l'Assemblée nationale. Les minorités aussi ont le droit d'être représentées à l'Assemblée nationale. Maintenant, si l'objectif, c'est d'avoir des partis forts, je rappelle à nouveau, le ministre a essayé de mettre ça en doute, mais la réalité de nos législatures correspond déjà à cela. J'ai dit qu'il y a 4 ou 5 partis ou alliances de partis. Mais les alliances, c'est arrivé avec l'Union fait la nation et les FCBE. Sinon, arrivé à l'Assemblée, les alliances s'éclatent et les partis politiques redeviennent... Je ne suis pas encore là. Par contre, même si les alliances éclataient, les partis membres de cette alliance n'ont pas envoyé chacun un député à l'Assemblée. Ils en ont validé en commun, 1 ou 2, suivant les sièges qu'ils ont obtenus. Ça reste au niveau de l'Assemblée. Ce n'est pas chaque parti qui a laissé, en éclatant, un représentant à l'Assemblée nationale. Nous n'en avons que 83. Donc la question qui est d'avoir des partis forts se cristallisait déjà à travers notre vie démocratique. Je ne pense pas que ce code-là règle le problème à travers les dispositions qui y sont inscrites. Pour avoir des partis forts, il faut avoir des orientations claires et fortes, et surtout la moralité de ceux qui animent la vie politique. Demain, le cas que j'ai posé tout à l'heure va se poser. On pourra avoir 4, 5, 6 partis en 2019 à l'Assemblée nationale, mais lorsqu'arrivera la présidentielle, ça va voler en éclats. Parce que ceux qui ont composé les partis forts, si la structure officielle dit on va avec tel candidat à la présidentielle et qu'il y a 2, 3, 4 anciens partis composants ayant accepté de fusionner, ils peuvent partir, recréer leur parti. Rien n'impose aujourd'hui, rien ne refuse la création de nouveaux partis, même dans le nouveau code électoral. On peut toujours en créer si on correspond aux dispositions qui sont faites. Donc, en fait, il faut qu'on se pose les bonnes questions si on veut donner des solutions qui fassent avancer la démocratie. On a parlé de la caution, 10%. Beaucoup peuvent le faire. Ce n'est pas ça qui pose le souci. On peut se rassembler les forces pour y arriver. Mais très peu de partis politiques pourraient réunir les 10% au plan national. Si c'est le plan national, comme je vous l'ai dit, oui, au maximum, on aura 10 partis politiques à l'Assemblée. Au maximum. Donc moins, c'est plus probable que les 10. Ça peut le limiter, mais je pense que c'est ça un choix politique qui a été fait, c'est d'avoir le moins d'interlocuteurs possible à l'Assemblée. Si on avait maintenu les 15% qui étaient proposés au départ, ça veut dire qu'on aura entre 6 formations au grand maximum à l'Assemblée nationale. C'est mauvais? Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis déjà qu'aujourd'hui, sur les 83 députés, depuis 91 jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours eu entre 4 et 5 formations politiques qui rassemblent jusqu'à 70-75 députés. Donc notre réalité correspond déjà plus ou moins à cet objectif qu'on annonce comme novateur. Moi, quand quelque chose n'est pas si novateur que ça, je veux chercher les objectifs ailleurs. D'accord. Bernard Lani, d'abord, quels sont les objectifs qui justifient cette disposition du code électoral? Moi, je crois qu'il ne faut pas chercher loin. Le symbolisme des 10%, c'est de montrer que le parti politique est connu dans tout le pays. Quand les listes électorales sortent, moi, quand je fais campagne chez moi, il y a des gens qui viennent dire, mais celui-là, il est tout. Il y a des gens qui sont députés depuis, qui ont été peut-être 2, 3, 4 fois députés, mais ils ne sont pas connus dans la loi. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller faire campagne là-bas pour se faire élire. Or, le député est l'élu de la nation. Donc, les 10% imposent aux partis politiques d'aller faire campagne, d'avoir des militants là-bas. Et c'est ça la règle. Si un parti politique a un candidat, qu'il a un candidat dans la circonscription qui fait campagne, il aura 10%, ce n'est pas beaucoup. Donc, en réalité, le symbolisme... Je voudrais qu'il finisse. Le symbolisme, c'est qu'on impose aux partis d'avoir des militants partout au Bénin. Sinon, dans l'état actuel, les députés qui sont là, vous savez, il y a des députés qui, dans leur circonscription, ont obtenu 3 fois le nombre de voix que d'autres ont eu pour se faire élire, compte tenu de la population. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, pour régler ce problème, je crois que, et je vais être beaucoup plus précis, je sais plus si c'est au cours de la 3e législature, j'avais une liste G13, je ne sais pas si vous vous rappelez. G13 n'avait pas autant de députés que, je crois, le PRD ou la RB, alors que quand on totalise le suffrage,
J'ai été pratiquement la deuxième ou la troisième force au plan national. Donc, vous voyez que normalement, ce parti-là avait besoin d'avoir plus de députés qu'il n'en avait au Parlement. Si on tient compte des 10%, ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont perdre des sièges au profit de cette liste qu'ils devraient avoir. Et c'est plus représentatif à mon avis, parce que le député est fait pour représenter des citoyens, pour représenter des communautés au Parlement. Mais que fait-on du principe des circonscriptions électorales? Est-ce que ce n'est pas pour que le député ait sa représentativité à la base qu'on a découpé le pays en circonscriptions afin que chaque partie de la nation, c'est-à-dire la circonscription, puisse envoyer son représentant à l'Assemblée nationale? Bon, je ne maîtrise pas très bien votre question, mais à mon avis... Il y a certains qui estiment que, ce faisant, on transforme tout le Bénin en une seule circonscription. Non, en fait, pour les présidentielles, vous voyez que le candidat fait campagne partout. Le pays est la circonscription électorale. Pour les élections locales, c'est le village. Et pour les élections communales, c'est la commune. En réalité, je crois que ça, là, je ne juge pas là-dessus, mais à mon avis, c'est pour limiter les dépenses et l'effort à déployer parce que vous travaillerez dans votre circonscription électorale. Et comment vous travaillez dans votre circonscription électorale pour un parti, c'est que les autres aussi développent la même idée dans d'autres circonscriptions. De sorte que si vous êtes élu, au même moment que vous êtes au Parlement, devant une situation donnée, vous défendez la même position que le député. Moi, je suis de Lalo. Quand je vais réagir par rapport à une situation, je peux être sûr que le député de Malanville, en réagissant, épousera mes idées. Et c'est ce que moi je vois à travers ça. Donc, c'est l'effort qu'on demande aux listes, comme d'ailleurs, et puis cette idée a un peu existé au niveau des communales. Vous savez que quand on fait les listes, si une liste n'a pas un pourcentage donné, on ne lui attribue pas de sièges. Et quand une liste a 40%, je crois, on lui donne plus la moitié plus 1. Donc, ça veut dire que c'est un peu une généralisation de cette idée. Et je trouve personnellement qu'on ne peut pas avoir des partis politiques qui se disent partis politiques nationaux, alors que dans des localités, on va au vote et à la fin du scrutin, ils ont 0, parce que personne ne les connaît. Il y a même des localités où les électeurs se trompent sur la couleur ou le logo et ils choisissent, croyant choisir leur candidat, ils choisissent un autre candidat. Donc, je crois que cette disposition, désormais, va permettre aux partis de chercher à avoir des 10% et, ce faisant, ils vont se battre pour avoir des électeurs partout dans le pays. Géraldo Gomez, au-delà du poids et de l'ancrage du parti politique au plan national, il y a que le député aura aussi une légitimité auprès du peuple béninois. Lorsqu'on écoute un peu les argumentaires qui sont avancés. Donc la légitimité existe déjà lorsque c'est ma circonscription qui m'envoie à l'Assemblée. Est-ce que ce n'est pas plus lourd que si c'est toute la nation? Il n'y a pas de légitimité plus lourde que d'autres. La légitimité est une légitimité. Elle est entière, elle se suffit à elle-même. Parce que nous avons accepté et admis que lorsque la première circonscription, les citoyens de la première circonscription électorale choisissent les députés de cette circonscription, cela vaut pareil que ceux de la 15e ou de la 16e circonscription électorale. C'est ce qui est admis. L'exemple donné concernant le G13 ne doit pas être un exemple choquant. On peut avoir plus de suffrages et ne pas avoir plus de représentativité sur certaines élections. Est-ce que c'est normal? C'est tout à fait normal parce qu'il faut regarder chaque type d'élection en fonction de ce dont nous sommes en train de parler. Les législatives ne sont pas pareilles que les locales. Le G13, avec la même configuration, rassemblera plus d'élus locaux que les partis qui auront envoyé des députés à l'Assemblée parce que leur ancrage est réellement plus fort. Là où on peut sembler avoir perdu du terrain, on le récupère parce qu'il y a différentes élections où le peuple interagit. Quand je vais jusqu'au plus haut, parce que la question du 10%, c'est là où je perçois un peu la difficulté de monsieur le ministre, avoir la circonscription par rapport au 10%, qui est une circonscription, une 25e, on va dire. J'ai pris tout ce qui a été fait comme présidentiel dans ce pays. Jamais plus de 3 candidats n'ont dépassé 10% à l'élection présidentielle. À partir du 4e, à chaque élection présidentielle, il est systématiquement en dessous des 10%. Ça veut dire que tous les partis qu'on a connus jusque-là ne correspondent même pas, puisque quelques rares fois, on a eu beau dire de penser qu'aucun président n'a été
issu d'une formation politique et que c'est une question à réfléchir aussi, puisque cet argument-là a aussi été donné. Mais chaque fois, autour de ces candidats, ce sont les formations politiques qui ont animé toutes les campagnes et qui ont battu campagne et ont fait élire les présidents. Et pourtant, je vous le dis, vous reprenez tous les chiffres. Premier, deuxième, le troisième est toujours aux abords de 10% et à partir du quatrième, systématiquement en dessous de 10%. Donc en fait, on a échafaudé des carcans pour avoir le moins d'interlocuteurs possible. Le G13, l'exemple qui a été donné, n'est pas choquant. Il n'a pas pu avoir plus de députés que d'autres formations qui avaient moins de représentation dans les suffrages obtenus au niveau national, mais si on allait au local, il raflerait beaucoup plus d'élus que les premières formations dont on parlait, parce que les élections ne sont pas les mêmes. Nous avons besoin de savoir que les citoyens, depuis la première circonscription jusqu'à la 24e circonscription, connaissent ceux qui nous envoient et peuvent à tout moment faire porter leurs aspirations pour qu'avec leurs autres collègues sur le plan national, ces députés élus dans chaque circonscription peuvent les porter. Je serais d'accord si on avait juste mis le 10% pour fixer le plancher à partir duquel on peut être remboursé des frais de campagne, ainsi de suite, nous serions d'accord. Mais pour valider un siège au niveau local, je pense qu'il y a un gros problème à la démocratie, il y a un gros problème de négation de la minorité, des minorités. Je ne parle même pas au niveau des partis, des minorités de nos populations, parce que 10%, on peut l'avoir sur 3 ou 4 circonscriptions électorales. Cela vient handicaper la démocratie, c'est ça? Oui. 10% du suffrage national, oui, on peut l'obtenir à partir de 3 ou 4 circonscriptions électorales. Cela ne représente en rien le plan national. D'accord. Bernard Lani d'abord, sur cet aspect-là, justement. Non, cet aspect, je l'ai évoqué, mais peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Je disais tantôt qu'il y a des circonscriptions où les gens échouent alors qu'ils ont peut-être 2 ou 3 fois ce que d'autres ont eu dans d'autres circonscriptions, ils ont été élus. Si celui qui a été élu parce que dans sa circonscription, étant donné qu'on n'a pas imposé les 10%, il a peut-être 5%, comme il a bien dit, qu'à partir du 4e, parfois les gens n'ont pas 10%. Si on invalidait sa liste, l'autre liste qui aurait les 10% un peu partout, comme j'ai donné l'exemple du G13 là, peut permettre à cette liste-là, ou bien à ce parti désormais, d'avoir plus de députés. Je suis d'accord que si vous êtes dans une circonscription comme Cotonou, Calavi ou bien Porto-Novo, d'ailleurs, le PRD généralement a beaucoup de députés pour faire son groupe parlementaire, c'est à Porto-Novo. Pourquoi? Parce que le nombre de députés, le député représentant une portion de la population, fait que la population de cette circonscription permet d'avoir 15 députés. Donc sur les 15, il a un pourcentage, il est élu. Mais cette disposition permet au parti quand même de penser au fait qu'il risque de ne pas avoir les 10% s'il ne travaille pas dans les autres localités. Je trouve que c'est symbolique. Mais si on ne disait pas circonscription les 10%, ça allait être plus difficile. Ça veut dire vous pouvez avoir 100% dans une circonscription et ne pas avoir de députés simplement parce que dans une autre, vous n'avez pas les 10%. Donc je crois que déjà, c'est une facilité qui est offerte au parti de dire, bon, si vous arrivez, si vous avez une seule circonscription, vous avez les 10%, ça veut dire qu'au moins là, vous avez plébiscité, vous êtes connu là, mais déjà, vous avez été obligé d'avoir une liste nationale, donc de faire campagne, et de sorte que les candidats qui ont fait campagne pour vous dans les autres circonscriptions permettent aux populations de savoir que, ça c'est le parti de mon candidat qui a obtenu le nombre de députés. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Monsieur le ministre, vous avez donné l'exemple qui nous permet d'émettre les réserves exactement. Que les 10% là, c'est mauvais. Non, pas mauvais. J'ai dit que ça pouvait servir à autre chose tout à l'heure. Mais l'exemple que vous avez donné en disant si on exigeait 10% par circonscription, en réalité, non, pas plus compliqué, ça revient au même. Si on doit avoir 10% par circonscription, ça veut dire qu'on doit avoir 10% au niveau du national. Mais ce que vous avez pointé en disant je peux avoir 100% dans une circonscription et ne pas avoir mon député parce que je n'aurai pas les 10% ailleurs. Et c'est là l'injustice que nous voulons pointer du doigt. Je peux être en tête dans ma circonscription électorale. Et parce que mon parti n'a pas réuni les 10% au niveau national, c'est peut-être le 2e, le 3e ou le 4e désigné par les populations de cette circonscription qui ira les représenter. Est-ce que c'est ce que la population a décidé? Non.
D'accord. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas bien maîtrisé ce qu'il dit. Si c'est Un une exemple, liste, un exemple une précis. liste Je de suis, partis de, politiques. je suis de la première circonscription électorale Oui, pour le parti USL. Nous sommes arrivés en tête, vous êtes désignés élu. par élu. Mais il n'y a Au pas niveau, 10% au national, niveau, on valide votre on est liste. valide. Bon, Est-ce qu'on donc a respecté l'USL le n'a plus choix? de députés. Est-ce qu'on a respecté le choix de la circonscription électorale, de la première circonscription? Non, c'est pas, on ne respecte pas le choix d'une circoncision. Le député est un élu de la nation. Oui, Donc, pour que le les député a populations, toujours été pour qu'on l'élu de la sache- nation. Non, les tests l'ont dit, mais dans l'esprit, on n'a pas respecté. C'est ce que je disais, que on crée un parti dans une localité, je ne vais pas citer de nom, sinon j'ai plein d'exemples. Donc, eux autres, ils n'ont jamais fait campagne à Lalo. Moi, je suis de Lalo, je ne connais que les problèmes de Lalo. Mais ils sont toujours députés, on les voit à la télé, ils parlent. Mais ils parlent au nom de qui? Du point de vue légal, ils parlent au nom de Lalo, mais ils ne connaissent pas Lalo. Non, même de point de vue Donc- légal, il ne parle pas au nom de Lalo. Non, mais il parle juste- en tant que député Non, national. non, justement, on dit le député est l'élu de la nation. Lisez bien les Oui. tests. C'est-à-dire que normalement, on n'applique pas les tests. Le député ne doit pas au Parlement défendre un projet parce que c'est dans sa localité. C'est contraire à la Constitution. Malheureusement, ça passe inaperçu. On ne peut pas dire on va construire une route à Malanville parce que vous êtes député de Lalo, vous allez voter contre. Et parce que ce n'est pas vous qui avez proposé. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Je vois Donc, très c'est de bien ça ça. qu'il Encore une s'agit. fois, c'est des pratiques Donc- que relève Monsieur le ministre. Voilà. Et je pense qu'en Oui. réalité, Mm. le code, encore une fois, je reviens là-dessus, a été fait pour en finir avec cette classe politique-là, que pour pointe du doigt Monsieur le ministre. Non, pas pour finir J'espère. avec une classe, pour C'est- favoriser le il faut- développement des partis politiques dans notre pays. Cet Des partis objectif n'est pas politiques à atteindre. à envergure nationale. Parce qu'on dit le parti est national, mais on constate que le parti n'est pas national. Je vous dis, il y a chez moi, là, il y a des partis, ou bien quand on appelle leur nom, les gens vous demandent c'est qui. Alors, normalement, quand vous parlez de Humbedi, Amosu, Soglo, pas de problème, les gens les connaissent. Mais il y a des partis politiques, je ne vais pas donner leur nom. Personne ne les connaît. Ils s'organisent dans leur localité, leur communauté, et surtout qu'on dit, je suis Adja, je suis Fon, je suis Aïssa, les gens votent, il est député. Donc, cette disposition, à mon avis, permet de... Bon, ça ne règle pas totalement le problème, ça c'est sûr. Mais c'est un pas, un petit pas qu'on est en train de faire, à mon Il avis. faut surtout pas en Voyons créer un d'autres, peu c'est ça les le problème. prochaines élections, notamment les législatives qui pointent à l'horizon. Monsieur le ministre, on a dit dans ce nouveau code électoral qu'il n'y aura plus d'alliance politique pour aller à cette élection. Il faut des partis politiques. Et on a lu un peu la charte des partis politiques qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Les conditions pour se faire reconnaître officiellement sont assez rigides. Par exemple, il faut 15 membres fondateurs par commune, il faut un siège par département, et puis il y a aussi les scores à réaliser à l'Assemblée nationale avant peut-être de bénéficier du financement public de l'État. Est-ce que lorsqu'on voit un peu ces différents paramètres de la charte des partis politiques, et parallèlement également avec le code électoral, les partis politiques pourront survivre aux prochains rendez-vous électoraux? Non, je ne sais pas si vos préoccupations sont bien circoncises. En réalité, le nombre de militants par commune existait déjà, sauf qu'on a augmenté. Je crois que c'était 10. On a C'était pas augmenté. le département avant. Bon, par département, on ramène par commune. Pour avoir ce nom-là, c'est rien du tout. Je vais avoir 15 militants si j'ai une connaissance. Moi-même, j'ai créé un parti. Il suffit que vous connaissez quelqu'un, il trouve des amis, on rassemble. Là, c'est rien du tout. Parce qu'il y a des Moi, blocs dans qui se le- forment actuellement. Ces blocs devront maintenant devenir des partis politiques. Non, moi, je ne sais pas si des blocs se forment. Ce qu'on demande maintenant, c'est de créer des partis politiques. Oui. Vous pouvez être bloc, alliance, mais vous irez au nom d'un parti politique. C'est ce que la loi dit. Maintenant, je vous dis, pour créer un parti politique, le nom 15 là, ce n'est pas exorbitant. Pour les avoir, c'est rien du tout. Vous savez, lorsque les gens vont aux élections, les présidents là, je me rappelle un jour, les gens ont déposé des documents de mouvement qui soutenaient à Moussou. On a comptabilisé 200. On était heureux de savoir qu'il y avait près de 200 mouvements qui voulaient soutenir à Moussou. Et on a dit, mais monsieur le président de la République, non, allons contrôler si ces mouvements-là existent. Mais c'est Cotonou, hein. Vous avez un quartier là, vous avez près de 10 mouvements. Des gens se retrouvent qu'à Saint-Cyr, c'est le frère, le grand frère, la femme, l'ami. Ils ont 11 personnes et ils ont créé leur association. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, ce que la loi impose, c'est que vous pouvez avoir 2, 3, comme je l'ai dit, à faire des listes, mais vous devez avoir votre liste nationale. Ça veut dire que vous devez avoir un candidat Oui.
dans toutes les circonscriptions. Enfin, pas un candidat. Si vous êtes dans ma circonscription, vous devez avoir 6 candidats, 6 titulaires, 6 suppléants. Ça vous impose. Et ceux-là, ils doivent montrer les couleurs de ce parti. Et c'était là également la question que je posais. Oui, dans les faits, dans la réalité béninoise, oui. Est-ce que nous avons des partis assez forts qui pourront remplir ces critères? Je ne sais pas s'il faut parler de partis forts. Est-ce que nous avons des partis nationaux? C'est pour les avoir maintenant qu'on les impose. Je crois avoir animé une émission ici, votre plateau ici, avec je ne sais plus, et on parlait je crois que c'était avec M. Sono, l'ancien ministre Sono. Et il lui a dit, mais M. Sono, vous ne pouvez pas dire que vous êtes des Zakota. Moi, je suis de Lalo. Nous ne sommes pas loin. Et on peut imaginer que je ne peux pas avoir des connaissances à Zakota pour avoir un parti qui couvre Lalo et Zakota. Et vous ne pouvez pas avoir des connaissances à Lalo. Il va falloir que vous ayez votre parti à Zakota. Et moi, à Lalo, et elle va faire alliance. Que moi, je ne suis pas pour cette vision de parti politique. Donc, en réalité, ce que vous avez cité comme conditions à remplir, à mon avis, ce n'est pas compliqué. Si le parti mobilise des gens et que d'abord c'est progressivement que le parti va s'installer dans les localités. Mais au départ, le minimum qu'on exige, c'est qu'au moins dans une commune, ce n'est pas un village. On a étendu peut-être, c'était le département, maintenant on a étendu à la commune. Vous trouvez que c'est bon, mais normalement on devait appeler ça au niveau des arrondissements. Pour que le parti soit national, le parti doit être tel que candidat à Cotonou, à la prochaine législature, vous pouvez être candidat à Parakou. Il faut que la loi évolue, parce qu'ailleurs, c'est ça. Vous voyez en France, tel candidat, Mme Le Pen est candidat ici, après elle va être candidat là-bas. Mais nous, on ne fait pas ça. Si moi, je suis candidat aujourd'hui à Nantinengou, personne ne me connaît. Je suis obligé d'être candidat à Lalo, peut-être à Cotonou. C'est là où on me connaît. Or, l'esprit de la loi, c'est de faire en sorte que les militants du parti, de par les réunions, les rencontres, l'animation de la vie politique, se fassent connaître de toute la population. C'est l'objectif. Donc, à mon avis, je crois que ces conditions-là doivent aider à avoir des partis nationaux, des partis qui sont connus du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est de ça qu'il s'agit. Géraldo Gomes, sur la même question. Oui, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura effectivement des regroupements, puisque en réalité, ni la charte, ni le code n'interdisent aux partis, aux alliances plutôt, d'exister. Seulement pour participer aux élections, on n'y va plus en tant qu'alliance, mais en tant que parti singulier. Donc si ces alliances qui peuvent continuer d'exister veulent concourir, compétir à une élection ou une autre, il faudra qu'elles se transforment en parti, tout simplement. Ce qu'on va observer, je pense, c'est qu'il y ait des rassemblements hétéroclites pour pouvoir correspondre et pouvoir aller, surtout que c'est dans 6-7 mois les législatives. On va voir si ce qui est prêté à ce code électoral comme vertu va subsister aux élections législatives. Mais dans l'immédiat, c'est ce que nous pensons qui va se produire, les regroupements effectifs. Sur quelle base? Le ministre a dit qu'entre Zakota et Lalo, s'il n'y a pas d'atomes crochus, ça ne sert à rien d'aller ensemble. Il faut que ce soit sur du contenu et non pas sur des rassemblements circonstanciels. J'ai peur, je souhaite que les rassemblements se fassent sur du contenu et non pas sur du circonstanciel, parce qu'il faut régler un problème dans 6-7 mois. Très bien. Lorsque vous lisez les réseaux sociaux, vous allez constater qu'il y a une grosse polémique autour d'un groupe de mots, quitus fiscal. On estime que c'est un paramètre qui a été introduit dans le code électoral pour exclure certains candidats. Géraldo Gomes, quelle est votre lecture ou votre analyse de cette disposition du code électoral? Encore une fois, il ne vient pas d'être introduit dans le code électoral. Il existait déjà comme disposition. Le quitus fiscal a toujours été produit pour la présidentielle. Le quitus fiscal des 3 dernières années. Voilà, c'est là la nouveauté et en plus imposé pour les législatives également. Oui. C'est là l'innovation. Sinon, avant, pour la présidentielle, c'était déjà demandé. Donc là non plus, nous ne contestons pas le principe, loin de là. Demander le quitus, on peut demander sur 10 ans. Ça ne nous pose pas de problème non plus. Ce qui pose problème n'est pas dans le code électoral sur cette question. C'est ce qui a été fait avant de faire passer le code électoral. C'est d'avoir remis entre les mains d'un administratif qui est nommé la possibilité à lui seul de pouvoir délivrer le quitus fiscal, quel que soit le candidat à quelque poste que ce soit, député, présidentiel ou pas. Ça revient à dire que c'est cet administratif, le directeur général des impôts en l'occurrence, qui décide de qui est candidat. Si le quitus n'est pas donné, parce que c'est une pièce éliminative qui est éliminée. Oui. D'accord ? C'est pas laissé à l'appréciation de qui que ce soit.
Et sa décision sera appréciée par le juge constitutionnel pour dire je valide la candidature ou je ne valide pas la candidature. Or, en matière fiscale, le juge ultime qui est connu, c'est la Cour suprême. Et le temps de décision de la Cour suprême est bien plus long que celui du juge constitutionnel. La Cour suprême peut venir à dire le citoyen à qui vous avez refusé le quitus fiscal, vous n'auriez pas dû le lui refuser, il est en bon droit de l'avoir. Le mal aura été fait. Et je reviens pour dire, il ne faut pas qu'on s'accroche à de petites dispositions pour tenter de restreindre les interlocuteurs qu'on voudrait bien se choisir, ainsi de suite. Ça me ramène à un exemple que donnait M. le ministre tout à l'heure, ceux qui investissent, les candidats à la députation qui investissent sans savoir combien ils peuvent récupérer en termes de salaire et autres. Pareil pour la présidentielle. On dit on dépense jusqu'à 2,5 milliards. Et quand on cumule le salaire qu'on peut avoir, ça n'atteint même pas 600 millions ou je ne sais plus combien c'est exactement. Je trouve que c'est de faux problèmes, c'est de faux arguments qu'on met dans le débat pour étouffer les vrais problèmes. On ne devient pas candidat, on ne devient pas député pour gagner un salaire. On ne devient pas président de la République pour gagner un salaire de président de la République. Si c'est cette équation qui est cherchée, on se trompe de chemin. On vient en politique pour autre chose que par rapport au salaire qu'on peut tirer en fonction, comparativement à ce qu'on peut investir soi-même pour arriver à faire cela. C'est plus une question de sacerdoce. Le disant, peut-être beaucoup vont penser que c'est de la naïveté, mais on veut bien l'admettre. Mais si on veut rester dans l'esprit, comme le réclame et l'a rappelé plusieurs fois Monsieur le ministre, quand on veut rester dans l'esprit de la loi, on n'y va pas pour voir si, en gagnant 2 millions sur 2 millions ou 10 millions sur 4 ans de mandature, ça ne compense même pas ce qu'on a dépensé jusqu'à 30 millions. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Je pense que chaque fois, à chacune de ces questions, posons-nous les vrais problèmes. La question du quitus fiscal, pour nous, se pose là. On ne peut pas laisser entre les mains d'une seule personne, c'est ça la question, d'une seule personne, de décider... On a précisé de son adjoint, hein, le directeur général des impôts et de son adjoint. Vous savez, d'une seule personne. L'adjoint ne signe que quand il n'est pas disponible. Oui. D'accord. Mais à l'approche des élections, il va devoir être disponible. D'une seule personne, la possibilité de signer le quitus de tous ceux qui veulent être candidats. Benal Anidavo, sur la question du quitus fiscal. D'abord, quand vous dites que les réseaux et lui-même, il intervient, je suis un peu surpris. Le quitus, ce n'est pas une pièce qui justifie que vous avez rempli certaines conditions. Vis-à-vis du fisc. C'est-à-dire, je vais avoir mon acte de naissance ou bien je vais avoir un certificat de résidence. C'est une pièce, non? Pourquoi le directeur, celui qui doit signer, refuserait-il de signer si effectivement vous avez... Sinon, il sera poursuivi. Je ne vois pas pourquoi. Parce qu'il veut empêcher quelqu'un. Il veut empêcher d'abord Bernard d'être candidat. Il va refuser de me signer mon quitus alors que je suis à jour. Je vais le poursuivre. Mais ou bien c'est pas possible. Vous aurez gain de cause quand? Non. Pourquoi devrais-je attendre la veille pour aller demander? Je ne crois pas. Hein. Ça là, depuis que vous avez lu et qui part, je suis en train de dire, ah bon, un directeur peut choisir de ne pas signer une pièce parce qu'il veut empêcher l'autre d'être candidat, c'est grave. Je ne sais pas, c'est possible, mais je ne vois pas. Maintenant, le quitus qui est exigé là, c'est pour qu'on ait des citoyens corrects. Vous ne pouvez pas gérer des affaires publiques et ne pas être en règle vis-à-vis du fisc, à mon avis. On veut des bons citoyens. Donc, dès lors que c'est dit, et puis les élections, ce n'est pas demain. On vient de voter la loi, et puis de toutes les façons, les élections législatives présidentielles, c'est une fois en passant, et on connaît la date. Et on a dit 3 ans. Commencez pas à prêter. Si vous payez à temps vos impôts, on doit vous délivrer un reçu, parce que c'est la contrepartie de ce que vous avez payé. Et la délivrance de telles pièces a toujours existé. Si il y a des pièces, même on vous dit de fournir le certificat d'imposition militaire ou bien montrer que vous avez fait le service militaire ou pas. Donc, à mon avis, jusqu'à ce que l'explication qu'il vient de donner ne m'a pas convaincu, à savoir que le directeur va décider de ne pas autoriser quelqu'un, faciliter la candidature de quelqu'un. Moi, je crois qu'à ce niveau, ça me paraît bizarre. Si quelqu'un a rempli les conditions qu'il faut, en principe, on doit lui délivrer un papier pour lui dire que tu as payé. Et ça se fait tous les jours. J'ai vu des gens, quand vous vendez une parcelle, avant d'avoir la convention de vente, on vous demande le quitus fiscal. Et vous allez, les impôts, ils vont même voir le terrain pour voir est-ce que c'est là, est-ce que vous avez payé. Donc, de la même manière, moi, je crois que si quelqu'un veut être candidat, au même moment qu'il est en train de courir pour avoir son acte de naissance,
son certificat de nationalité, son certificat de résidence, résidence, il faut qu'il cherche aussi à avoir le quitus. Et si le directeur refuse de signer, il lui est loisir de le poursuivre. Moi, je veux faire bien de polémique alors. je Il vois devrait pas faire de le problème. polémique, Oui, Jonado Gomez. je veux bien faire foi à la sincérité de Non, c'est monsieur ce le que moi je ministre. pense. C'est pas une affaire de Mais sincérité. au regard Je de doute sa que longue quelqu'un- carrière politique, je sais, on peut deviner aisément qui comprend bien là où le problème se pose. On ne va pas polémiquer là-dessus. Sincérité contre sincérité, celui qui est préposé à quelque chose est censé le faire. D'accord. Voilà, donc, Comme normalement, les députés qui sont censés faire leur travail et même la ne doivent Constitution pas. le dit, quelqu'un qui Comme a les une députés, fonction vous l'avez doit dit vous-même, l'exécuter monsieur le de bonne ministre, foi. comme le député, même s'il est envoyé par l'ALO, devait pouvoir voter la route qu'on doit construire à Malanville. Voilà. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Bon, je n'ai pas vu des députés qui ont voté contre des lois. Vous ou des- donniez des exemples tout à Non, l'heure. non, j'ai donc, dit, non, mon exemple, voilà ce que j'ai dit, le député est le représentant de la nation. Et le fait de dire qu'il faut une liste nationale, mais fait au fait qu'un député qui est élu à l'ALO ne sait pas, enfin, quand il y a un projet de Malanville, même réalité, si ce que les gens j'essaie vont de penser dire, que c'est parce qu'il n'est pas c'est de que là-bas. ce qui doit être Donc, fait, tout le peut-être- monde le sait. Oui. Ce que chacun doit faire. Vous avez compris Ce ce que j'ai chacun dit. doit faire, il le sait. Voilà. Mais pour des raisons politiciennes, vous savez aussi que ce n'est pas fait. Mais, Bon, là, vous je dites vais les dire. choses et vous les habillez, on ne comprend pas Voilà, forcément. ça, ce Non, que c'est vous assez dites. clair. Si, C'est assez vous pouvez clair. donner des exemples, on Des comprendrait exemples mieux. aussi. Pour On connaît, illustrer. on a plusieurs exemples dans le pays. Exemple, donnez un seul. Nous avons une justice aujourd'hui où tout a été démontré que telle personne qui est accusée d'avoir eu une bouteille de champagne et 2 millions, celui qui est censé les lui avoir remis, ni l'avoir fait, et qu'il est en prison aujourd'hui. C'est ça le quitus fiscal? Non, Je ne ça, parle ça, pas de ça, quitus quel lien fiscal, vous nous faites, sommes en train de parler de savoir ce qu'on doit faire et de Malheureusement, décider monsieur d'être Gobert, poussé à ne pas le faire. Monsieur Gobert, votre exemple ne permet pas aux gens qui nous suivent de bien comprendre. Parce qu'au niveau Je suis de... sûr qu'ils l'ont compris, même Bon, avant que bon, j'ai donné l'exemple. Ok, malheureusement, au niveau de la justice, c'est le juge qui décide. C'est lui, et c'est pourquoi il y a l'interprétation. À défaut d'appliquer à la lettre une disposition, le juge l'interprète, il est autorisé. Donc, ce que vous dites, moi, je ne peux pas dire sur quoi le juge s'est basé pour considérer que ce que l'autre a dit est faux ou vrai. Mais ce que moi, je veux, c'est que vous donnez un exemple de pièce ou ce que vous dites là. Il y a tel problème. Moi, je vous ai donné des exemples précis. J'ai dit, si on met la circoncision, on demande aux partis d'avoir une liste nationale, c'est pour permettre aux partis de l'obliger à aller faire campagne. Au moins, le candidat en faisant campagne va montrer le logo pour dire, voilà, c'est tel parti. Alors que dans le passé, il y a des gens qui n'envoient même pas leur logo dans certaines localités, ça ne les regarde pas. Et j'ai dit à ce niveau, pour des préoccupations personnelles, je ne veux pas citer des noms. Je connais des candidats qui n'ont fait... Donnons les noms. Non, Si il vous y a- avez des exemples précis, allons jusqu'au bout. Non, La question du quitus fiscal, pour en revenir, on va arrêter de faire la politique politicienne. Le quitus fiscal, je l'ai rappelé, faisait déjà partie des pièces à fournir, même dans l'ancien code électoral. Oui, pour la Son présidentielle, principe- Est-ce que quelqu'un a Son demandé principe- et on ne lui a pas son donné? C'est principe ça, ne c'est se l'exemple pose que moi pas. je voudrais savoir. Le- Savoir le- quelqu'un a demandé un quitus, il ne l'a pas eu, vous êtes allé au niveau de la justice. Au C'est ça, moment mon où ça exemple. existait dans l'ancien, on n'avait pas voté, non, on n'avait pas pris une décision qui indique que désormais, parce que si la décision a dû être prise, c'est parce que cela ne se passait pas ainsi avant, que désormais, aucune pièce, aucun quitus ne serait donné, et précision, pour des élections, d'accord, que par le directeur général des impôts. La Si compréhension on a eu que moi besoin, j'ai. si on a eu besoin Oui. de le préciser, c'est pour une cause. laquelle? Deuxièmement, Laquelle? Deuxièmement, Oui. lorsqu'on choisit d'étendre cette pièce-là à d'autres types d'élections, puisque ce n'était pas le cas dans l'ancien code, c'est parce qu'il y a aussi un intérêt. Pour nous, a priori, rien d'alarmant encore à ce niveau. On dit juste que même si vous avez 3 mois pour demander votre quitus fiscal avant le dépôt de votre candidature, puisque ce sont des pièces dont la validité est fixée, vous pouvez poursuivre qui vous voulez. Vous pouvez poursuivre qui vous voulez. Si la décision ne tombe pas avant le temps prévu pour les élections, vous en faites quoi? Ce sont des questions qu'on pose et dont il faut prendre compte. Si le Code prévoyait, par exemple, que de façon urgente, la Cour suprême doit pouvoir statuer sur d'éventuelles poursuites pour pouvoir dire si le citoyen a raison ou pas, on comprendrait qu'on met tout le monde à égalité
pour que la décision soit prise de façon sereine. Mais ça, ce n'est pas fait. Et vous pensez que personne n'y a pensé? Bon, je Madame, pense, oui. monsieur le journaliste, le problème du quitus, comme les autres pièces sont aussi éliminatoires, c'est de s'assurer que c'est un document authentique. Ne nous cachons pas au Bénin ici, même les certificats de nationalité ou autres qu'on peut avoir là. Si on autorise ce quitus-là, vous savez qu'il y a les services des impôts un peu partout. C'est d'éviter que quelqu'un n'est pas à jour, mais on lui signe un quitus. Et vous-même, vous savez, vous avez suivi l'affaire des joueurs de l'écureuil, non? Ils ont délivré des pièces, c'est du faux. Donc, si jusqu'au niveau du directeur, il fait du faux, je crois qu'on va Non, tirer l'histoire les du faux conclusions. l'histoire du faux moi, est aussi à un mon faux avis, la argument. compréhension que moi j'ai, Excusez-moi, d'abord de finir. la compréhension que moi j'ai de cette affaire, c'est pour éviter que, à la rate, les gens ne fassent signer des quitus dans des services des impôts pour produire un document qui peut-être n'est pas le vrai. C'est la compréhension que moi j'ai. Peut-être que je me trompe. Mais, en même temps, je me dis, au nom de quoi un directeur refuserait de signer le quitus? C'est comme un reçu. La contrepartie de ce que vous avez payé, c'est comme ça que moi je vois la chose. Et au nom de quoi devrait-il refuser de signer pour empêcher l'autre d'aller? Il va le poursuivre. Même si ce n'est pas parce que je n'ai pas été candidat à cette mandature que je vais mourir. Mais au moins, on va le poursuivre. Et si c'est, vous savez qu'il y a des maîtres qui sont commis aussi comme ça. Le type est mort une fois pour toutes et c'est après qu'on poursuit. Mais moi, personnellement, faisant confiance à nos citoyens, faisant foi au fait que chacun sait qu'au regard de la Constitution, si vous êtes à une fonction, vous devez l'exercer de bonne foi. Je suis sûr que, et tout le monde sait que si vous commettez une infraction, on peut vous poursuivre. Donc, je pense que si quelqu'un demande ce qui tue cela dans les délais qui remplissent les conditions, je ne vois pas pourquoi le directeur refusait de le signer. Encore une fois, j'ai dit Oui. que la question de quitus fiscal ne pose de problème à personne de notre Très côté. bien, Il faut le rappeler Voilà. C'est suffisamment. principe, Mais vous le êtes d'accord? principe d'avoir l'authenticité des pièces, Hmm. c'est un faux débat aussi. Si je prends la présidentielle, même au plus fort du nombre de candidats qu'on a, on en a eu 33, je crois. Lorsqu'on en a eu le plus de nombre, la Cour constitutionnelle est là ou la Sénat, auprès de laquelle les dossiers sont déposés, observe une vérification. Vérifier l'authenticité d'un quitus fiscal, ça peut se faire à tout moment sur 33 personnes. Plusieurs co-signatures. Avec, c'est ça le problème. je dis, au nombre, vu l'effectif qui est à traiter, on a le temps suffisant pour se rapprocher de qui de droit pour s'assurer de Non, je l'authenticité dis d'une quand vous pièce. avez un quitus signé par un agent des impôts de Parakou ou bien de Djougou, à côté de nous, comment vous allez... Oh, c'est la même signature. Ça, c'est mon interprétation, hein, c'est dans ma compréhension du quitus. Ça peut ne pas être ce qu'il faut. Mais moi, lorsque j'ai un document signé par une même personne, c'est plus facile pour moi de contrôler l'authenticité parce que c'est de ça, la signature. J'ai fait la banque, la signature pour le chèque, c'est de ça. S'il y a une erreur, on ne vous paye pas le chèque. Donc, c'est à mon avis, la compréhension que j'ai, c'est qu'on va éviter d'avoir une multitude de signatures sur les quitus. C'est ma compréhension. Peut-être qu'elle est erronée. Je reviens là-dessus. Oui. Simplement, si on prend la présidentielle, la question ne se pose pas du tout. On a, même si c'est 10 personnes différentes qui ont signé le quitus sur 33 candidats, je pense qu'on a la possibilité de vérifier l'authenticité de cette pièce-là. On va évoluer dans ce débat. Il nous reste une quinzaine de minutes à y passer. Bernard Lani Davo, il y a d'autres paramètres qui sont introduits dans ce code électoral. Les douaniers et les forestiers qui sont désormais exclus de ces différentes élections, à moins de démissionner un an des législatives pour être plus précis. L'âge d'éligibilité pour les candidats aux législatives est maintenu à 25 ans. La caution pour les candidats aux élections locales, municipales et communales est désormais à 10 000 francs au lieu de 20 000 contenu dans l'ancien code électoral, c'est-à-dire que parfois on hausse le montant de la caution et à des élections données, on revoit ça à la baisse. Je voudrais que vous prononciez sur ces paramètres-là que je viens d'énumérer. Je parle des cautions, on a suffisamment parlé des cautions. Bien sûr. Pour les locales, je crois que les cautions avaient été fixées comme ça et cette fois-ci, c'est indexé. Je ne sais pas si dans la loi, on a autorisé le montant qu'il faut pour les locales. Or, si c'est 10 000 francs, ça veut dire qu'on autorise le candidat à dépenser jusqu'à 100 000. Et l'expérience que j'ai par rapport au village, ça ne me paraît pas non plus exorbitant. Par contre, lorsque vous parlez d'exclusion pour les douaniers, ce n'est pas une exclusion. C'est une disposition pour éviter
régler le problème des incompatibilités. Je crois en quoi, comme aussi on a dit, si vous êtes préfet, je ne sais pas si on a maintenu la disposition, vous ne pouvez pas être candidat à moins de démissionner un an avant. Oui. Donc je crois que c'est des dispositions pour éviter des incompatibilités. Si vous êtes élu, par exemple député, et que vous étiez à un autre poste, vous devez démissionner, vous avez 30 jours. Donc ça, c'est des questions, à mon avis, qui sont de nature à réglementer, éviter certaines choses. Maintenant, en quoi ça crée des problèmes aux forestiers ou douaniers, vraiment, je ne perçois pas. Si vous êtes douanier, vous êtes, et que vous voulez être candidat, la loi vous demande de... Je ne sais pas pourquoi le législateur l'a dit, mais à mon avis, ça ne devrait pas être un problème puisque c'est pour éviter des incompatibilités certainement. Ils n'ont une exclusion, ils ne sont pas exclus. Puisqu'on ne leur a pas interdit d'être candidat, mais on a posé une condition. À moins de démissionner. À moins de démissionner. Très bien. Géraldo Gomez, sur ces différents paramètres. Oui, encore le quitus, on en a parlé. Oui. Je crois que je ne sais pas si c'était 20 000 avant et que c'est passé à 10 000. J'ai cru lire plutôt 1 000 pour le local passé à 10 000. Il y aurait une inflation là aussi, mais peu importe. Au niveau local, c'est beaucoup plus supportable que ce dont nous parlons pour les élections majeures. Pour les douaniers et les forestiers, là aussi, les régimes d'incompatibilité sont prévus au niveau de la Constitution elle-même pour être candidat à différentes fonctions publiques, enfin électives, je veux dire. Donc le principe là non plus ne choque pas. Mais pourquoi aujourd'hui les douaniers et les forestiers? Je crois de mémoire, j'espère ne pas me tromper, que ce qui est prévu dans la Constitution, c'est surtout concernant les militaires et autres. Maintenant, si on veut y rajouter les douaniers, les paramilitaires, c'est peut-être dans une logique à étudier, mais décider par avance, un an par avance, surtout quand on est dans ces corps-là, qu'on veut être candidat, c'est qu'on a été membre d'un parti, si effectivement tout doit passer par les partis, qu'on a milité, effectivement dans ces partis-là pour pouvoir être positionné, et que surtout, membre de ces partis, on sait un an à l'avance qu'on sera positionné par ces partis-là. Je pense que c'est quand même des dispositions qui sont prises sans réellement tenir compte de la vie d'un parti politique. Ça ne paraît pas très sérieux. Bon, d'accord. Géraldo Gomez, vous avez certainement lu ce nouveau code électoral où vous en avez eu des bribes d'informations. Y a-t-il eu d'autres paramètres qui vous paraissent importants et que vous voudriez aborder? Non, effectivement, vous avez rappelé 397 articles. Oui. Donc répartis en 7 livres. En 7 livres. Donc il y a bien d'autres aspects de ce code-là que nous serons amenés à décortiquer. Nous nous sommes contentés, suivant vos sollicitations, à regarder les questions majeures qui sont débattues. Mais il faut revenir non pas au code seul, mais aussi à la charte des partis. Oui. Puisque les défendeurs, entre guillemets, je vais dire, de ce code ne manquent pas de rappeler qu'il faut le prendre dans la suite logique de la charte des partis politiques. Donc on ne peut que faire une vue d'ensemble. Oui. Qu'est-ce qu'on veut en réalité? Si j'en crois les objectifs qui sont officiellement annoncés, on veut plus de regroupement de partis et avoir des partis nationaux. On veut une assemblée qui soit représentative de ces formations politiques devenues fortes. On veut moins de candidatures fantaisistes à la présidentielle. Donc on doit pouvoir retrouver à chaque étape, aussi bien au niveau de la charte que du code électoral, des solutions à ces attentes-là. Pour le moment, l'analyse que nous en faisons, nous pensons qu'effectivement, il y aura un regroupement des partis, des formations politiques, et que les élections législatives seront principalement la première grosse épreuve pour ce code électoral. Et nous craignons sérieusement à l'USL que l'espoir ou le vœu émis par le ministre en début d'émission ne soit pas assouvi, c'est-à-dire d'avoir un test qui dure dans le temps. Les preuves que ces tests-là vont connaître dès les législatives pourraient nous amener à repenser beaucoup de choses. C'est là notre crainte, aussi bien sur les critères sur lesquels les partis doivent se regrouper, sur la façon d'animer la vie politique, sur les mécanismes de remboursement ou de financement plutôt des partis politiques et leur contrôle. Le ministre a insisté là-dessus, je veux y adhérer. Et puis après, surtout, l'élection majeure, l'élection présidentielle, qui risque de sonner le glas de ce même code parce qu'il y aura forcément une nouvelle configuration au niveau de l'Assemblée qui sera élue l'année prochaine. D'accord. Béra, l'année d'avant, lorsqu'on regarde un peu vers l'avenir,
et qu'on voit un peu tout ce qui attend le peuple béninois en matière de rendez-vous électoral, bien évidemment, peut-on être sûr que ce code électoral va garantir des élections assez crédibles, assez transparentes, mais également, est-ce que ce code-là peut durer dans le temps, comme vous l'avez dit en début Non, d'émission? je ne sais pas si on doit avoir à travers le code La un transparence des instrument élections. pour garantir. Non, le code Oui, met en place les dispositions pour oui. organiser les élections. Et encore une fois, mon souhait, moi, c'est qu'on puisse avoir des dispositions qui durent dans le temps. Et là, je ne peux pas non plus dire que ça va durer, mais il y a des dispositions que moi j'ai saluées simplement parce que ça rencontre ce que moi j'ai souhaité. Encore une fois, c'est dans l'application de ce code-là, ce que je souhaite, c'est que les acteurs puissent appliquer les dispositions pour qu'à la fin, on fasse le bilan pour savoir est-ce qu'il y a encore des dispositions à corriger ou bien est-ce que c'est bon. Mais dire sans appliquer, parce que les lois qui sont passées, on ne les a jamais appliquées de bout en bout. Quand je prends dans les codes passés, il y a une disposition pour laquelle j'avais été l'auteur, c'est la création des commissions, les commissions locales, CEA, Oui. d'arrondissement. Pourquoi je m'étais battu pour ça? C'est parce que on n'arrivait pas à avoir les fiches de dépouillement de façon correcte. C'est-à-dire, après le dépouillement sur les tableaux, on voit des voix, mais la fiche de dépouillement qui est transmise ne reflète pas. On change, une liste peut avoir 100 voix, et une autre liste 10, mais sur la feuille de dépouillement, c'est la liste qui a 10 là, qui se retrouve avec 100. Et c'est pourquoi j'avais demandé et obtenu que, avec les autres, on vote pour créer les CA. Vous savez, à un moment donné, on a créé les CA, après les CA ont disparu. Pourquoi? Parce que je pensais que chaque candidat ayant un représentant au bureau de vote, et comme la loi impose que les résultats provisoires sont donnés au bureau de vote, au moins le représentant reviendra avec le nombre de voix et enfin une copie de la feuille de dépouillement pour rassurer son candidat. Mais, et là aussi, des inquiétudes existent. C'est-à-dire à savoir que comment faire pour empêcher la fraude. Lorsqu'on a créé cette structure-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les présidents des bureaux de vote qui avaient d'autres objectifs, ils faisaient les occuper, ils disent aux représentants, attendez, on n'a pas le temps, et la nuit tombe, on coupe le courant. Donc, du coup, ils disent, on n'arrive pas à lire, on va le faire demain quand ils vont à la maison, ils font. Et malheureusement aussi, parfois nous n'avons que des représentants qui ne sont pas lettrés, c'est des gens que nous avons pris dans les villages. Ils écrivent des trucs, on écrit sur les feuilles, on leur donne. Le lendemain, vous allez à la Sénat ou à la Cour constitutionnelle, la feuille de dépouillement ne reflète pas exactement les résultats. Donc, je pense que maintenant que c'est des partis politiques, si ces partis politiques-là, au regard de ce qu'on leur demande d'investir, peuvent commettre des agents pour qu'on surveille, on fera le point. Mais moi, je me réjouis de constater qu'après les élections, quelles que soient les conditions, le Béninois se résigne. Mais travaillons chaque fois à faire le point pour que chaque fois qu'il y a une disposition qui est corrigée, on ne voit pas l'idée de nuire à quelqu'un, mais comment faire pour que ça soit une disposition qui agrée tout le monde, c'est-à-dire qui arrange tout le monde. Donc moi, je pense que ce code-là, je souhaite qu'à l'occasion des élections, qu'on les applique et qu'à la fin, qu'au cours des prochaines législatures, on regarde est-ce que le code a permis au Bénin d'organiser des élections crédibles, transparentes et satisfaisantes. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien, Gerardo Gomez. Oui, un aspect qu'on n'a pas évoqué, qu'a rappelé M. le ministre tout à l'heure, la question de la surveillance des élections. Ça va être la question majeure, parce que tout le reste, filtrer l'entrée dans une élection, filtrer l'entrée en tant que candidat, c'est ce dont nous avons débattu. Mais une fois qu'on a été candidat, est-ce que ce qu'on obtient, les 10% qu'on me réclame, si je les obtiens réellement dans les urnes, est-ce que cela me sera reconnu? Et en l'évoquant, la question, quelque part, M. le ministre est en train de reconnaître qu'on peut savoir ce qu'on doit faire et pourtant on peut dire le contraire de ce qu'il y a eu. Celui qui a eu 10 voix peut se retrouver avec 100 voix, suivant les circonstances, alors qu'il n'en a que eu 10. Il n'en a eu que 10, pardon. Donc, à d'autres niveaux, nous attirons l'attention sur la surveillance de ceux qui sont appelés à mettre en œuvre ce code. Et c'est pour cela que nous insistons au niveau du quitus fiscal, que ce ne soit pas en roue libre, que nous insistons sur ce que vous avez abordé enfin, sur le contrôle, la surveillance même des opérations de vote.
Ça, c'est une question majeure dont il faudra débattre. Mais s'il faut retenir un esprit positif, je vais dire, de toute cette démarche-là, c'est que quelque part, tous ceux qui soutiennent en bloc, et aussi bien la charte des partis politiques que le code électoral, rappellent que c'est notre histoire qui nous a amené, notre histoire politique, qui nous a amené à vouloir ces nouvelles dispositions-là. En quelque sorte, tout ce que nous avons fait jusqu'ici, majoritairement, ne va pas dans le bon sens et ce code essaye de corriger. Moins de partis fantaisistes, de vrais partis nationaux, plus de représentation réelle à l'Assemblée, ainsi de suite. En quelque sorte, ils admettent, et c'est là le positif pour nous, ils admettent qu'ils sont aujourd'hui ce que ce code-là ne veut plus voir prospérer dans notre démocratie. Il ne faut plus que ça continue comme ça. Vous estimez que le code électoral qu'ils ont voté eux-mêmes les combats, c'est ça? Ils vont s'en rendre compte. Ils sont ce que ce code ne veut plus voir prospérer dans notre démocratie. C'est assez évocateur. Je ne sais pas qui désigne sous le nom « il », mais pour moi, je ne sais pas si les deux lois-là sont Il a dit déjà, même avant cet instant précis, il parlait de la vieille classe politique. La vieille classe politique. Je ne sais pas si les deux lois ont été promulguées. Si les deux lois sont promulguées, il n'y a pas de soutien. La loi s'impose. Une fois que la loi est votée, nous avons convenu que nous avons un Parlement qui vote une loi. La loi s'impose à nous tous. Ce que moi je voudrais dire, c'est qu'une fois les lois là promulguées, travaillons à les respecter, à faire appliquer les dispositions. Et ensuite, je voudrais demander au Parlement et à qui de droit la nécessité de poursuivre pour voter les autres aspects de la loi, à savoir le financement des partis politiques. Il faut que absolument ils aillent au bout, qu'on ait la loi portant charge des partis politiques, le code électoral, la loi portant statut de l'opposition, la loi portant financement des partis politiques et la création de toutes les structures qui peuvent aider à assurer le contrôle de ce qui sera bien à la disposition comme fonds des partis politiques. Ça là, c'est très important. Si on n'a pas fait tout ça là, les gens auront toujours la possibilité de tricher. Alors que si on le fait, que les structures sont en place, eh bien, on va les surveiller. Mais, encore une fois, je souhaite que nous puissions travailler à construire un État démocratique de droit viable. À savoir que si nous votons des lois, il faut les respecter. Et il ne faut pas toujours suspecter les gens. On a mis telle disposition parce qu'on veut créer des problèmes à telle personne. Non, nous sommes tous des citoyens. Nous devons nous battre. Et le pouvoir ne se donne pas. Il faut se battre pour avoir le pouvoir. Voilà, on va faire un dernier tour de table. Géraldo Gomez, que diriez-vous pour conclure cette émission en 1 minute et 30 secondes? Ok, merci pour l'invitation et l'échange qui a été eu avec Monsieur le ministre et pour la courtoisie qu'il y a eu dans le débat. Je voudrais, s'il me le permet, prendre à mon compte tout ce qui a été évoqué en dernière ligne, tous les compléments à faire sur les lois qui ont été votées. Mais je sais que ceux qui ont voté ce code aussi bien que la charte sont tout au moins aussi perspicaces que Monsieur le ministre et moi-même et qu'ils ont dû penser à tous ces éléments, mais cela n'a pas été fait. Il n'y aura même pas le temps de le faire puisqu'on ne peut pas modifier certaines dispositions dans l'espace de 6 mois avant les prochaines élections, le temps qu'il reste matériellement pour engager tous ces éléments que vous avez évoqués et qui sont indispensables dans la mise en œuvre déjà de ce code-là, puisque si on doit l'évaluer après les législatives, il aurait fallu qu'on ait tous les mécanismes d'appréciation pour voir comment on attribue, comment on rembourse, comment on finance. Or, cette disposition-là n'existe pas. On aura élu des députés avant éventuellement de fixer ces cadres-là qui nous permettraient de réellement évaluer le code qui a présidé à leur élection. Ce sera un tort porté à la démocratie. Et ce que moi je souhaiterais, c'est que ceux qui seront élus prochainement à l'Assemblée prennent le temps de disposer vraiment pour l'avenir. Et non pas à chaque fois de façon ad hoc, parce que c'est dans le caractère ad hoc qu'on perçoit les raisons réelles qui sont visées. Et parfois, ça peut être des raisons personnelles, Monsieur le ministre. Votre longue carrière doit vous avoir démontré que c'est souvent le cas, malheureusement, chez nous aussi. Il faudrait éviter cela et prendre des dispositions pour l'avenir et non pas qui visent un objectif personnel, qui visent des personnes bien identifiées. Ce n'est pas ça la République. Je rappelle que tout ce qui, les grands éléments annoncés
dans le débat, au rassemblement des partis, 10%, ainsi de suite, notre vie démocratique nous amenait déjà à cela, puisque, encore une fois, allez prendre les chiffres, très peu de partis, 4 ou 5, rassemblent plus de 75 députés. Il y a des partis majeurs qui se sont déjà dessinés sur le plan national. Malheureusement, c'est sous ce régime que ces partis majeurs ont été déstabilisés. Bernard Lani d'abord. Bon, mais conclusion. D'abord, avant de conclure, je voudrais d'abord remercier et féliciter les députés parce que, comme il le disait tantôt, on avait tendance à voter des lois en tenant compte de ses propres problèmes. Et là, par rapport au nouveau code qui est voté, il faut dire que les députés ont dépassé. Ils n'ont pas, à mon avis, à un certain niveau donné, ils ne sont pas préoccupés de dire si je vote telle disposition, je risque de ne pas pouvoir être candidat. Et ça, là, moi, je les remercie. La deuxième chose que je voudrais dire en terminant, c'est que je voudrais lancer un appel à tous les partis politiques pour qu'ils se conforment aux nouvelles dispositions du code électoral. Et si ce code-là n'est pas encore promulgué, moi, je voudrais sincèrement demander au président de la République de rapidement promulguer cette loi-là. Je ne sais pas si la Cour constitutionnelle aussi a fait, mais je crois qu'elle fera son devoir pour que les partis puissent rapidement se conformer aux nouvelles dispositions afin que nous puissions aller dans la voie tracée par ce code pour les prochaines élections législatives. Merci beaucoup à vous, M. Bernard Lani Davo, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien ministre du Bénin. Merci d'avoir été là. J'avais également sur ce plateau Géraldo Gomez. Vous êtes le secrétaire général adjoint chargé des questions stratégiques au niveau du parti Union sociale libérale USL. Merci d'avoir été là également. Merci. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été là. C'est justement votre existence qui conditionne la nôtre ici. Nous avons fait le débat de ce dimanche sur le nouveau code électoral qui a été adopté à l'Assemblée nationale. C'était le lundi 3 septembre dernier. Merci à tous d'avoir été là. Vous suivrez tout à l'heure aux alentours de 12 h sur nos antennes et en direct le décryptage de ce débat-ci avec Romuald Houi et le consultant politique maison de ETL, c'est Agapit Napoléon Maforican. Vous suivrez à 13 h la grande édition du journal télévisé suivi, si tout va bien, de l'invité du dimanche. Merci à tous et bon dimanche chez vous.